Cette émission vous est présentée par Harbour Volkswagen. Bienvenue dans votre émission Laval en 1001 cultures. Dans cet épisode, nous allons parler de la foire africaine avec Guy Zambou et Ismaël Ndiaye. Nous parlons aussi d'importation de bijoux avec Cécilia Macedo. Bonne émission. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guy Zambou et Ismaël Ndiaye. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Ismaël. Bonjour. Vous êtes initiateur, Guy, de la foire africaine de Montréal. Ouais. Donc, qui sont les personnes en fait derrière la foire? Parlez-nous un peu de vous, que les gens savent un peu plus. Merci de me donner cette opportunité. Moi, je suis Guy Zambou et effectivement initiateur de la foire. Initiateur de la foire, je me suis fait accompagner dans cette initiative avec un certain nombre d'amis avec qui on a partagé cette vision de créer cette foire qui est devenue au fil des ans un grand événement fédérateur. Et l'idée est partie d'un constat, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au Canada dans son ensemble et particulièrement à Montréal, il n'y avait pas ce cadre autour duquel pouvaient se retrouver chaque année les Africains autour d'un événement festif à la fois culturel et économique. On a partagé cette vision avec un certain nombre d'amis et ça a contribué à faire naître la foire africaine. La foire africaine de Montréal. De Montréal. C'est ça. Donc vous êtes entouré d'amis qui travaillent avec vous comme Ismaël. Ismaël, comment vous est venue l'idée de participer à une foire africaine? Puis un peu dans votre cursus, est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint? Mais je pense que naturellement, c'est un événement qui est venu à point nommé, étant donné que moi, personnellement, je m'intègre beaucoup dans la communauté africaine au niveau des événements économiques, en l'occurrence au niveau de la communauté sénégalaise. Et c'est vraiment naturellement que j'ai pris connaissance de cet événement-là, déjà dans sa première édition en 2014, je crois. Et c'est là que j'ai commencé justement à participer à cet événement-là. Et ça me rejoint vraiment, ça rejoint mes valeurs et ça rejoint exactement ce que j'aimerais que l'Afrique représente au niveau du Canada. D'accord. Donc quand vous dites que ça rejoint vos valeurs, j'imagine que c'est des valeurs d'unité, de rassemblement, parce que vous êtes sénégalais, puis Guy, vous êtes congolais? Camerounais. Camerounais. Bon, vous voyez, vous êtes Camerounais, puis au niveau de la foire, vous arrivez à fédérer plusieurs forces, puis des gens de la société d'accueil aussi. Oui, c'est ça l'esprit de la foire. La foire, et c'est comme ça que je le pense au fil des éditions, je souhaite que la foire incarne l'Afrique dans toute sa diversité. C'est pour cela que dans l'équipe actuelle de la foire, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. Il y a des Camerounais, des Sénégalais, des Béninois, des Gabonais et des Togolais. Et c'est comme ça que nous avons voulu la foire. Et dans le cadre de nos activités, on mobilise tout le monde, on mobilise toutes les associations pour qu'elles fassent partie prenante de l'événement. Parce que la foire, comme je le dis, la foire appartient aux Africains. Aux Africains. C'est ça. Vous êtes à combien d'éditions? À quelle année actuellement? Vous êtes rendu à la 4e année, je pense. 4e édition. Et vous attendez combien de visiteurs? Vous en avez eu combien à la 3e édition, de visiteurs et d'exposants? Bon, à la 3e édition, nous avons eu 3000 visiteurs et avec une cinquantaine d'exposants. Cette édition, la 4e, elle est particulière parce qu'il y a eu beaucoup d'innovation. Innovation en termes de cadre où se tient la foire. Parce que les années antérieures, on avait commencé par le Palais des Congrès.
parce que dans notre vision, on souhaitait se retrouver dans un cadre prestigieux. Parce que nous avons pensé que l'Afrique, nous les Africains, on mérite aussi d'être dans de grands milieux. Et ça s'est bien passé, mais au-delà de ce côté positif, de ces aspects positifs, il y a eu des contraintes. Les contraintes, par exemple, au niveau du palais des congrès, de ces cadres prestigieux, c'est qu'il y a un problème d'accessibilité. Beaucoup de participants nous l'ont fait savoir. Et il y a le fait qu'en termes de coûts, c'est très onéreux pour beaucoup d'Africains, parce que c'est eux qui sont majorité, il est vrai. Il y a aussi beaucoup de Canadiens, de Québécois qui participent en tant qu'exposants et en tant que visiteurs. Mais le noyau, le cœur que constituent les exposants, qui sont majoritairement africains, pour eux, le coût, c'était trop onéreux. Bon, nous les avons écoutés et c'est pour cela que pour cette 4e édition, la grande exposition aura lieu au parc. Nous avons sollicité la ville de Montréal qui nous a donné un coup de main dans ce sens. On a le parc François Perrault où va se dérouler la grande exposition samedi, le samedi 17 juin. Et avec ce site qui est aussi très bien en plein été, on s'attend à avoir plus de monde. Déjà actuellement, compte tenu de ce paramètre, on constate un grand enthousiasme déjà auprès des exposants. Parce que pour eux, déjà le cadre est idéal, le coût est bien et ils sont nombreux à prendre des kiosques. Et de la même manière, il y en a beaucoup de visiteurs qui se préparent à être de la fête. C'est ça. Donc, vous êtes dans le parc qui se trouve dans quel arrondissement? À Saint-Michel? À Villeray-Saint-Michel. Villeray-Saint-Michel. Oui. Et en marge de la foire, est-ce qu'il y a d'autres activités, Ismaël? Effectivement, il y a les conférences qu'on organise. Et cette année, il y a une touche nouvelle qu'on voudrait apporter, notamment au niveau du thème « L'Afrique prend sa place au Canada ». Et nous avons voulu apporter des innovations au niveau du fond et de la forme. Déjà en organisant un panel le vendredi, un panel en fonction du thème général où on a invité des experts qui sont spécialisés dans des domaines spécifiques et qui vont parler également, qui vont apporter leur contribution par rapport à des sous-thèmes qui sont en lien avec le thème général, notamment des sous-thèmes sur l'entrepreneuriat, sur l'engagement citoyen, sur la coopération internationale Canada-Afrique, sur la diplomatie économique. Donc, c'est tout ça. Et au-delà de ça, on organise aussi des ateliers thématiques. Et là aussi, l'idée, c'est vraiment de permettre aux animateurs de pouvoir aller plus en profondeur sur les sujets. Et la grande innovation cette année, c'est qu'au sortir de ces conférences-là, c'est de pouvoir documenter tous ces échanges-là qu'on a pu avoir au cours de ces conférences-là pour pouvoir le publier. Donc, on invite vraiment les gens à venir nombreux pour pouvoir participer aussi, pour pouvoir contribuer à ces échanges-là, parce que ces échanges-là vont être utilisés par ailleurs dans la communauté africaine. En tout cas, je vous souhaite bon succès, Guy, puis Ismaël, puis à toute l'équipe de la Foire africaine. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûteux. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Bienvenue dans votre rubrique Immigration. Je suis Marilyn Kianizan, consultante en immigration et directrice générale de MK Solutions Immigration, un cabinet spécialisé en immigration. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets d'intérêt que nous avons pu obtenir de nos téléspectateurs qui ont communiqué avec nous.
nous allons parler de l'obligation de résidence. L'obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale. Le résident permanent se conforme à l'obligation s'il est effectivement présent au Canada pour au moins 730 jours, ou il accompagne hors du Canada un citoyen canadien qui est son époux ou son conjoint, ou qu'il travaille hors du Canada à temps plein pour une entreprise canadienne ou provinciale ou pour la fonction publique fédérale. Il arrive que certains résidents permanents ne remplissent pas leur obligation de résidence. L'agent d'immigration, au moment du contrôle, il peut dresser un rapport 44 qui indique qu'il n'a pas rempli l'obligation de résidence et à ce stade, le résident permanent est en perte de statut mais peut interjeter appel à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Plusieurs de ceux qui nous ont appelés ont été déçus des décisions négatives de l'immigration par rapport à leur demande de visa de visiteur effectuée pour leurs parents. Comme informé dans une de nos rubriques, les critères applicables sont stricts. Au niveau des ressources financières, l'hôte doit prouver qu'il a la capacité financière pour inviter un parent. On peut trouver la table financière mise à jour chaque année et qui est utilisée par les agents lors de l'évaluation du dossier. Si l'hôte ne répond pas aux exigences financières, sa demande risque d'être refusée. Les agents d'immigration analysent plusieurs facteurs avant de déterminer si le demandeur peut venir au Canada. Le demandeur doit avoir véritablement l'intention de venir au Canada pour une simple visite et de partir une fois sa visite terminée. L'agent évalue les facteurs suivants lors de la présentation de la demande. Les liens du demandeur avec son pays d'origine, l'objectif de sa visite, sa situation familiale et financière, la stabilité économique et politique de son pays d'origine et vérifie la lettre d'invitation qui est obligatoire. Ce qui déçoit les demandeurs et qui semble difficile à comprendre, c'est que même lorsqu'on remplit les critères, si l'agent n'est pas convaincu, il n'autorisera pas l'émission du visa. Pour mieux comprendre le processus d'immigration, vous pouvez communiquer avec nous au numéro indiqué à l'écran et à bientôt pour une prochaine rubrique. Cette entrevue vous est présentée par l'Intermarché Palumbo. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Cécilia Macedo. Bonjour Cécilia. Bonjour Adi. Cécilia, tu es diplômée de l'Université de Montréal en économie et tu cumules près de 17 ans d'expérience en coopération internationale, donc même en travaillant aux Nations Unies. Je vais te laisser le soin quand même de te présenter puis de parler de toi un peu plus aux téléspectateurs. Avant tout, je voulais quand même te remercier de l'invitation. C'est très gentil de m'avoir sur ton émission. Merci. Et puis voilà, je suis une femme quand même qui me suis engagée sur différents niveaux. Par exemple, je suis ambassadrice bénévole pour la Fondation Suzuki parce que l'environnement me tient beaucoup à cœur. Je me suis impliquée depuis que je suis à Laval au Centre de femmes de Laval, où je suis maintenant sur le conseil d'administration. Par la suite, comme tu dis, j'ai travaillé en coopération internationale et aussi un petit peu, j'ai fait une bifurcation en politique où j'ai travaillé comme toi, comme attachée politique pour... moi, j'étais pour Rosanne Doré-Lefebvre, où j'ai adoré mon expérience. Et j'avais fait aussi en 2013... Un saut en politique. Oui, en politique municipale. Je m'étais présentée pour les élections municipales 2013 comme candidate indépendante et j'avais adoré mon expérience et j'inviterai toutes les femmes comme toi, Heidi, à essayer ça un jour. Ça bâtit une carapace. C'est enrichissant. C'est très enrichissant. Ouais. Et ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Tu es actuellement à la tête d'une compagnie, les importations de Cécilia. Oui, c'est ça. Puis tu travailles aussi pour une compagnie en importation. Oui, c'est ça. En fait, mes parents, quand ils ont immigré, mon père est devenu bijoutier. Et donc, nous, c'est des bagues en argent que lui, il fait. Et ma mère était sa meilleure vendeuse. Donc, moi, j'ai appris, j'ai grandi avec deux entrepreneurs. Et donc, pour moi, ça a toujours été
un aller-retour comme ça, travailler pour une entreprise et travailler à mon compte ou aider l'entreprise familiale. Et j'adore ça parce que c'est ça, comme entrepreneur, ça te permet de toujours pouvoir retomber sur tes pieds. Si tu tombes en chômage ou quoi que ce soit, ben, tu sais que tu peux quand même avoir cette deuxième alternative qui peut t'aider à survivre, disons, financièrement. Ouais. Mais bijouterie, moi, quand j'ai vu que tu faisais des bijoux, que tu avais une compagnie d'importation de bijoux, je me suis posé la question, est-ce que c'est un talent nouveau, quelque chose que tu rajoutes à ton arc, ou bien est-ce que c'est quelque chose, un art qui se transmet dans la famille, la bijouterie? La bijouterie, c'est un art qui se transmet. Mon père est à la retraite maintenant et j'ai repris le flambeau parce que c'est ça, c'est un art et l'artisanat est très riche au Pérou. Moi, je suis originaire du Pérou et j'y retourne beaucoup et beaucoup de gens en ce moment, c'est la grosse mode d'aller au Pérou justement parce qu'il faut aller au Machu Picchu, puis on y mange bien, le culinaire et tout ça. Et donc, les gens qui vont au Pérou veulent y retourner et ceux qui ne sont pas encore allés veulent y aller. Donc, je conseille à tout le monde d'aller au Pérou et pour reconnaître la richesse des artisans en bijouterie, c'est incroyable. Comment le culinaire, c'est très varié. Donc, c'est un pays très beau. Très beau. Puis vous utilisez quoi comme matière dans vos bijoux? Quelque chose qui est très connu, c'est le wairuro, qui est en fait un pépin de fruits qui, pour nous, porte chance, qui attire le bonheur, qui attire l'argent. Donc, tout bon Péruvien va avoir un petit grain de wairuro dans la sacoche ou proche du porte-monnaie pour attirer. J'en prendrai un. Oui, d'accord, pas de problème. Oui. Et puis c'est ça, on récupère les vieilles monnaies. Par exemple, au Pérou, on a changé de monnaie à un moment donné. On s'est retrouvé avec plein de monnaies. Les artisans ont décidé d'en faire des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Par exemple, l'écorce, l'écaille de poisson. On récupère tout. Rien se perd au Pérou. Tout se transforme. Donc, c'est vraiment typiquement des produits de l'artisanat péruvien. Oui. Donc, toi, tu as gardé le lien avec le Pérou. Oui, très fort. Très fort. Qu'est-ce que tu voudrais de cette culture qui est quand même très ancienne, transmettre aujourd'hui aux Québécois, à tes enfants, aux gens qui sont ici? Oui. Bien, la culture Inca a été très riche, justement parce qu'elle était bien organisée. Et puis, ils ont construit des sites magnifiques comme le Machu Picchu, où il y a une énergie incroyable. Donc, c'est vraiment cette culture est tellement riche qu'elle est en moi quand on me demande... Je suis québécoise, mais je suis vraiment... Après 40 ans au Québec, je me dis encore péruvienne parce que c'est une culture tellement forte. Et donc, c'est des valeurs de travailleurs, de pas voler. Ça, c'est il y a trois... Les Incas disaient de ne pas être paresseux, travailler, donc être fort, et puis ne pas voler, ne pas mentir. Ne pas mentir, être honnête. C'est quelque chose qui me porte, disons, dans ma vie. Dans ta vie. Et pour finir, Cécilia, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour en politique de Cécilia Macedo? Oui, je pense qu'un jour, ça sera peut-être pas cette fois-ci, mais il y a trop de choses qui se passent en ce moment et je pense que les femmes, on doit prendre notre place, on doit être, je pense qu'on a une façon de voir les choses qui peut aider dans l'état des choses avec les changements climatiques et des choses comme ça. En ce moment, on se mobilise beaucoup pour sauver un parc, le parc Luni, où l'on veut construire une école primaire avec des parents. On trouve que c'est pas le bon endroit. On aimerait que la commission scolaire de Laval trouve un autre endroit. Donc, il y a des choses comme ça qui me font sortir de mes gonds, disons, et réaliser que oui, il faut aller en politique si on veut vraiment, nous, changer les choses à notre façon. Oui. D'accord. Et tu seras toujours portée par tes valeurs de gauche, j'imagine. Oui, quand même, progressiste. Je pense qu'il faut donner. Puis si on en a beaucoup, il faut donner aux autres. Il faut s'impliquer dans sa communauté. Je pense que ça prend un village pour élever nos enfants. Exactement. Donc, je pense que Laval, c'est un bel endroit où vivre. On est chanceux. Je pense que vraiment, des femmes comme toi, Radi, on a besoin de ça vraiment de plus en plus en politique. Merci, Cécilia. Merci à toi. Merci pour tout. Bienvenue dans cette première rubrique en gestion de projet.
Je suis Nersa Bouchi-Dorismont, gestionnaire de projet et auteur d'un livre intitulé « Le contrôleur de projet, démystifier son rôle », dans lequel je mets en perspective le métier de contrôleur de projet, tout en le démystifiant, ainsi que le rôle du chef d'entreprise. Je suis dans le domaine du management de projet depuis 2003, en commençant comme PCO, c'est-à-dire contrôleur, et maintenant comme gestionnaire de projet, et j'ai aussi été gestionnaire de programme. J'ai eu la chance, au fil des années, de pratiquer mon métier dans différentes entreprises et dans différents cadres de projet, tant les grandes et les petites entreprises. Mes rubriques vont également mettre en perspective la gestion de projet. Elles partiront de ce qu'est un projet, comment le réaliser, à comment le réussir, de l'idée à la clôture. Je vous présenterai aussi les perspectives de carrière découlant du management de projet, surtout celles de PCO et de gestionnaire de projet, des salaires et des différentes opportunités. Et maintenant, qu'est-ce qu'un projet? Selon le PMI, Project Management Institute, c'est une entreprise temporaire créée dans le but de fournir un et un seul produit. Donc, nous dirons que c'est la description d'un besoin qui comprend une date de début et une date de fin. Nous parlons bien d'un seul et d'un seul besoin. Pour arriver à réaliser ce besoin, nous parlerons aussi de gestion de projet. Encore, le PMI décrit la gestion de projet comme son cadre, comme le management de projet est l'art de diriger et de coordonner des ressources humaines et matérielles tout au long de la vie d'un projet, en utilisant des techniques de gestion modernes pour atteindre des objectifs prédéfinis d'envergure, de coût, de temps, de qualité et de satisfaction des participants du projet. Pourquoi faire de la gestion de projet? Et comment appliquer cela dans ma vie quotidienne? Dès que l'on parle de la mise en place d'un besoin, achat d'une voiture, lancement d'une entreprise, installation d'un parc informatique, achat d'un logiciel, nous parlons du besoin qu'on veut réaliser et donc d'un projet. La semaine prochaine, nous vous présenterons les étapes de la réalisation de votre projet. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour cette première rubrique. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Nous sommes au Centre des femmes de Laval aujourd'hui, puis j'ai avec moi Graciela Matteo. Bonjour Graciela. Bonjour. Graciela, qu'est-ce que c'est que le Centre des femmes? Le Centre des femmes, c'est un organisme communautaire à but non lucratif et notre mission, c'est une mission qui a deux volets. Le premier volet, c'est briser l'isolement des femmes. Et le deuxième volet, c'est plutôt dans tout ce qui est en lien aux actions collectives. Ça veut dire que nous, on veut améliorer la condition de vie des femmes en général. Alors, ça veut dire que quand on va travailler dans les besoins individuels de la femme qui vient et qui peut avoir différents genres de difficultés. Mais aussi, on va travailler et comment on peut faire pour que ça n'arrive pas, ces genres de problèmes. Donc, vous dites que vous, votre mission, c'est de travailler avec les femmes. Puis, quelle action vous avez menée au cours de ces années? Oh, on a mené beaucoup d'actions. Vous existez depuis combien d'années déjà? Nous sommes déjà 36 ans que le centre existe à Laval. Et évidemment que nous sommes justement pour améliorer la condition de vie des femmes, on mène des actions politiques. Et dans ce sens-là, on peut avoir des petites actions. Je vais te donner un exemple. Les femmes marchent beaucoup en hiver pour arriver au centre. Alors, on avait
un arrêt d'autobus qui avait été enlevé. Et les femmes ont formé un comité de transport pour vraiment revendiquer que c'était important qu'on remet cet arrêt d'autobus-là. Et c'était une démarche qui a duré 2 ans. Et les femmes ont rencontré les élus, ils ont rencontré les responsables de l'STL. Et après 2 ans de démarche, par exemple, on a eu notre arrêt d'autobus. Alors, c'est ce genre d'actions qu'on fait dans lesquelles il va toucher les quotidiennes des femmes. Et aussi, actuellement, nous avons un comité qui s'appelle l'Éclair. C'est un comité qui se préoccupe par la situation que les femmes qui sont en prison, les conditions de vie des femmes en prison. Exactement. Et on a su que les femmes ils ont été déménagées de Tanguay à l'Éclair à Laval. Et on a lu un article dans le journal et les femmes s'étaient indignées de voir comment ces femmes-là vivaient tous les jours. Alors depuis 1 an, ce comité est très actif et ils ont fait des choses extraordinaires comme aller visiter les femmes en prison. On a écrit aussi une lettre au ministre qui concernait le dossier, oui, M. Coiteux. Et on a aussi été ensemble avec d'autres partenaires pour faire pression justement pour que les choses changent. Que je trouve ici ce dont j'ai besoin. Je suis tout à fait à l'aise. J'ai à ma disposition la bibliothèque, le centre de réprographie, comment on appelle ça, le centre de réprographie et le centre informatique. Et donc, j'y travaille tout à l'aise, aussi longtemps que je veux. Il y a aussi des activités qui sont... Je participe donc aux activités du centre elles-mêmes. Et quand c'est nécessaire, je vais jusqu'au bout. Si ça se passe à l'extérieur, j'y vais aussi. Les femmes qui sont là sont toutes sympathiques. On est à l'aise, voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Oui, le milieu de vie est très bon. Il suffit de respecter les valeurs et spécialement le code de vie. Et les valeurs du centre, j'en suis une adepte et donc je les respecte. Nous avons une influence d'une moyenne d'une trentaine de femmes par jour et les difficultés peuvent être vraiment très variées. Malheureusement, à cause de l'austérité, on sait très bien que les impacts de cette politique d'austérité ont touché de plein fouet les femmes et on peut avoir des problèmes de violence parce que la violence augmente dans des situations de précarité économique. On a des femmes monoparentales, on a des femmes qui vont avoir des difficultés avec le logement, la perte d'emploi. Et aussi, on a des femmes qui peuvent avoir des défis au niveau de la santé mentale. Donc moi, je fréquente le centre depuis 1 an et demi. Donc je viens pour la plupart des activités, le groupe de partage d'en bas et d'ici d'ailleurs, qui nous apporte beaucoup de fun. Aussi, il y a des ateliers, comme sur la déconstruction des préjugés qu'on avait fait l'année dernière. Pour le futur, pour finir, malgré tout ça, vous travaillez fort. Mais écoute, on a toujours des plans, on a toujours plein de plans parce que tu sais que notre objectif, c'est vraiment changer le monde. Alors, c'est pas en restant avec les bras croisés qu'on va faire ça. Alors, on a besoin aussi de vous, de toutes les femmes, toutes les Lavalloises qui ont envie de s'impliquer. Parce qu'un centre des femmes aussi, ce n'est pas juste quand j'ai un problème. Quand j'ai une difficulté, on peut venir ici, on offre des formations, on a des comités sur différents sujets parce que justement, on veut faire changer les choses. Qu'est-ce qui s'en vient? On a les élections municipales. Alors voilà, on a envie de connaître c'est qui les candidats et candidates. Et cette année, justement, on va travailler pour aller à leur rencontre et aussi les mettre au courant de c'est quoi les besoins des femmes lavalloises. Et je profite justement pour inviter toutes ces femmes qui peuvent nous écouter présentement à venir au centre parce que même si vous n'avez pas une difficulté quelconque, on peut s'impliquer différemment et être partie active de cette grande ruche d'abeilles travaillantes qui est le Centre des femmes de Laval. Voilà, merci beaucoup Graciela. De rien, ça m'a fait plaisir de vous accueillir chez nous. Merci de nous avoir regardés. Pour toute question, information et suggestions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine.